quelques années, Israël est devenu le paradis des végétariens et des véganes, qui représentent plus de 5% de la population. Pour comprendre cet engouement, je vous propose de partir à la découverte des saveurs végétariennes en Israël. Nous allons parler de houmous, de tahini, de chou-fleur et ensuite nous irons découvrir l'univers des Bédouins en plein désert du Negev. Bienvenue en Israël! Je suis Yoni Saada, je suis chef, j'ai 2 restaurants à Paris et depuis peu, un à Tel Aviv. Ma passion, c'est la cuisine méditerranéenne. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est voyager. J'ai décidé de partir en Israël. Ici, la gastronomie est à l'image de ses habitants, variée, métissée et surtout très généreuse. Mais pour bien comprendre cette cuisine unique au monde, il faut partir à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, on part à la découverte de nouvelles saveurs méditerranéennes en Israël. Au moment où je vais chez David, je veux découvrir les saveurs végétariennes. Le petit déjeuner en Israël, c'est très important. Donc si c'est beau, c'est coloré, c'est bon, et ben on passe une bonne journée. Depuis 10 ans, David sert l'un des meilleurs petits déjeuners israéliens à Tel Aviv. C'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de goût. Il connaît le pays, mais il a une culture française. Donc tout de suite, je vais avoir une vision plus européenne du pays. T'as trouvé? Mais ouais, c'est magnifique chez toi. Bon, bah, tu vas découvrir le petit déjeuner israélien. On a essayé de le faire de manière exhaustive. Le petit déjeuner, il y a beaucoup de choses salées en fait. C'est très végétarien. C'est historique en fait. Israël, quand elle s'est recréée, on va dire, les premiers immigrants, c'est les années 20, c'est un pays agricole. Et puis les gens, ils étaient dans les champs à 4 h du matin parce qu'il faisait trop chaud. Donc à 8 h, c'était déjà comme en France chez les travailleurs, tu sais, qui commençaient très très tôt le matin. À 8 h, tu fais un déjeuner. Dans les halles, quand tu allais il y a 30-40 ans, ils mangeaient des steaks et des frites. Alors ici, c'était un pays agricole, ils mangeaient beaucoup de légumes. Ça commence à arriver. Wow. Ah. Tu vois, on est vraiment en Méditerranée, on a une salade verte. Donc là, tu as le lachour. Ça, c'est les Yéménites qui ont amené ça ici. C'est fait dans un taboun, c'est un four comme ça en terre cuite. Tu vas certainement comprendre mieux que moi comment ils font pour avoir ces petits trous. Ah, je pense que c'est la levure. Hein, c'est la levure qui fait ça, exactement. Israël, c'est la tour de Babel. Ouais, c'est ça. T'as des Américains, des Allemands, des Yéménites. Et puis, ces dernières 15-20 ans où Israël s'est enrichi, entre guillemets, l'influence de l'Europe et du monde américain. Ouais. Donc tu as toutes ces influences que tu retrouves ici. Ah, complètement. C'est vrai que ça se retrouve dans la cuisine, beaucoup. Dans la cuisine, exactement. Bon, moi je prends toujours un peu de trina parce que ça c'est... Alors la trina, c'est des graines de sésame. C'est génial. D'ailleurs, c'est vraiment un pays, je te dis, je voyage complètement en Méditerranée tout le temps en fait. Dès que je mange... Ah, qu'est-ce qui nous amène? Ah, ça c'est le borekas. Waouh! Ah ouais, c'est beau. C'est une pâte feuilletée, en fait, le bourrikas. Exactement. Alors, normalement, il se fait avec une sauce de tomate, une espèce de coulis de tomate. C'est ça, voilà. Ça va avec ça. Alors là, tu as la tchakchouka, OK, et la djernoun. Tu vois, c'est très fin et c'est roulé. Tu vois, c'est comme un cigare, en fait. David, c'est une mini-encyclopédie israélienne, en fait. Et il n'y a pas de bullshit. En Israël, on associe la cuisine à des gestes. C'est-à-dire qu'on arrache, qu'on prend avec les mains. On a l'amour de la nourriture. Et chaque geste va donner un goût différent à chaque bouchée. Ce qui est surtout impressionnant, c'est la quantité quand même de choses qu'il y a sur cette table, quoi, pour un petit déjeuner israélien, et le nombre de choses végétariennes. Ah ben c'est très végétarien, effectivement. C'est même presque végétalien si tu exclus des œufs. C'est vrai, hein? En fait, on est végétalien ici. On va goûter à la tchatchouka, hein? Ouais. Ok. Alors d'abord, on voit que sa consistance, elle est bien. Ah ouais. Maintenant, on va casser l'œuf, on va mélanger tout moi, ça. j'aime comme ça aussi, ouais. La tchatchouka, c'est l'incontournable israélien. C'est une recette simple. Tomates, quelques épices, l'œuf par-dessus. Des fois, on met des oignons, des fois des poivrons. Allez. Très bonne. Et alors maintenant, je te montre quelque chose. Voilà, la trina, toujours la trina. Eh oui. Et maintenant, tu vas essayer. J'adore, c'est très bonne idée. T'as vu avec la trina, c'est bon? Ah, c'est magnifique. Alors ici, on met de la trina partout. David, j'ai bien mangé. Hein. Ah, franchement, c'était magnifique. Par contre, j'ai remarqué, il y a un produit qui n'y a pas à table, qui est végétarien, qui est la betterave.
Et c'est une recette que je fais dans mon livre. Et j'ai envie de te faire plaisir parce que c'était magnifique ce petit déjeuner. Si tu veux, on passe en cuisine et je te fais une petite recette. Allez. Je te fais goûter quelque chose. Allez, viens. On l'ignore, mais la betterave existe en différentes couleurs. La différence, c'est le goût, mais aussi la texture. Donc je vais jouer avec la texture, le goût, la couleur. Je veux lui montrer un univers qui est le mien. Elle est super cette cuisine, vraiment. Thank you. Smell good here. Thank you very much. En fait, je vais te faire comme une fleur un peu de betterave. Et je vais utiliser l'hibiscus que j'aime beaucoup, en fait, qui va amener un peu d'acidité, et de la feta. C'est ce que tu m'as inspiré avec ce petit déjeuner incroyable. Là, je vais tailler finement ma betterave. C'est ce qui va me permettre de pouvoir la rouler et faire la forme des pétales, en fait. J'ai fait une rose, tu vois. C'est une vraie rose. Voilà. Rose des vents. Elle est magnifique. Ça te plaît? Ouais, beaucoup. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Je vais rajouter juste un petit peu d'huile d'olive, de la fleur de sel pour l'assaisonnement. Donc là, on part pour 10 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, je vais préparer la sauce. C'est très simple. Je prends une échalote, je vais la ciseler et je vais faire une sauce au vin blanc et à la betterave. Donc je vais mettre mes échalotes à l'intérieur de la casserole directement. Je vais mouiller avec du vin blanc. L'échalote, elle adore le vin blanc. C'est quelque chose de très connu dans le milieu de la cuisine. J'ai de la poudre d'hibiscus. L'hibiscus, en fait, c'est une fleur rouge de la Méditerranée qui a un goût très acidulé et qui est vraiment agréable, mais en même temps légèrement fruité. Commence déjà, on a quelque chose de rouge pourpre comme ça. Ça, c'est le chef qui me l'a préparé. C'est du jus de betterave centrifugé. Donc, on a vraiment quelque chose de très liquide. Je vais continuer de mouiller en temps pour temps, c'est-à-dire on utilise autant de vin blanc que de jus de betterave et on va cuire ça pendant quelques minutes, juste histoire d'épaissir un peu le tout et que les échalotes cuisent. Ouais. Le samsem. Tsem-tsem. Le samsem, ça veut dire réduire. Et là, on a vraiment le parfum de l'échalote qui s'est marié avec le vin blanc. Smell good? Ça sent bon? Voilà. Voilà. Je dispose, avant de saucer mon assiette, la feta. Là, tu vois, tout autour, en fait, je vais saucer. Tu vois, on va mixer un peu les couleurs. Je vais mettre un petit peu de poudre d'hibiscus pour rappeler le côté vraiment vivant de l'hibiscus. Et là, c'est le moment. Et la touche, évidemment, légèrement méditerranéenne, on la termine. Hop, Marc, avec le teint plus méditerranéen, tu veux pas. un petit filet d'huile d'olive. Et on va goûter? Chef, Chef, hop, David. merci. Allez, à vous, hein, les garçons, à vous, à vous. Honneur au chef, Honneur au chef. honneur au patron. J'aime bien, moi, sentir un petit peu comme ça. Hop. Ça te plaît? T'as vu? La betterave, t'as vu, elle reste un peu craquante. C'est ça que je trouve sympa, en fait. Très très bon. Ouais, ouais. Moi, j'en reste pas. Hein. J'ai passé un très bon moment ici dans cette cuisine. David, merci pour l'accueil. Merci pour ce petit déjeuner. Ce brunch, enfin, je sais même pas comment l'appeler tellement c'était grandiose. Petit déjeuner israélien. Merci pour ce petit déjeuner israélien. Je te dis à très vite. Je vais quand même retirer le tablier. Oui, rends-nous le tablier. Aujourd'hui, je suis à Jérusalem parce que j'ai envie de découvrir le ketchup israélien, c'est la Trina. Je rencontre Atalia, je la connais pas encore. C'est une jeune fille qui est très souriante, qui, je le sens tout de suite, aime beaucoup sa ville. Et on a rendez-vous devant la porte de Damas. Je suis dans une ville historique, une ville avec un côté religieux puissant. Il y a le poids du passé quand même. C'est vraiment incroyable ici, on sent une histoire forte et une mixité et les gens vivent tous ensemble. Je ne m'attendais pas à voir ça comme ça. Tu sais, c'est ce qui fait de Jérusalem la ville la plus gourmande au monde. Parce que toutes les cultures sont passées par ici. Et encore aujourd'hui, tu peux trouver de la nourriture venant du monde entier. Regarde ce qu'on a ici. C'est fou. Allez, choukran. Je veux tout savoir sur le tahini. Je veux que tu m'amènes chez l'homme qui fait le meilleur tahini de Jérusalem.
La crème de sésame, on l'appelle ici la trina, c'est-à-dire le tahini. Ici, c'est un lifestyle. Allons voir cet homme qui fait le meilleur tahini. Tu sais, en Israël, on adore la crème de sésame. On la mange avec tout. On la mange sucrée, on la mange salée. Bah moi, je sais déjà que Jérusalem, c'est un espèce de labyrinthe. Et là, elle m'amène dans un côté que j'ai l'impression de n'avoir encore jamais vu. Et j'arrive devant cette échoppe et je comprends tout de suite, c'est vraiment un ressenti, hein, qu'il va se passer quelque chose de magique. Et là, la personne qu'on va voir, ça fait longtemps qu'il fait ça? Waouh! Plus longtemps que tu peux imaginer. C'est l'homme en meilleure santé que je connaisse. Il est fort, il est mince, il est beau et il a 17 petits-enfants. Wow. Et il dit que c'est grâce au tahini qu'il est comme ça. Vraiment. Yitzhak et sa famille fabriquent de la crème de sésame à Jérusalem depuis 150 ans. Une fois que je rentre dans la fabrique, la première chose qui me vient vraiment à l'esprit, c'est une espèce de musique, une sonorité en fait. Et je vois des machines qui me paraissent très très vieilles et tout de suite je me dis on dirait une machine qui fait de l'huile d'olive. Merci beaucoup de m'accueillir, merci, c'est magnifique ici. Ça sent bon, hein? It smells good. Il dit que c'est le parfum du sésame rouge. Donc en fait c'est comme du blé, c'est similaire à la plante du blé. On la coupe pour la récupérer, on l'étale comme ça au soleil, on la laisse sécher pendant 10 jours. Il y en a un qui est absolument exceptionnel et qui fait que tu fais le meilleur tahini ici, c'est le sésame blanc qui vient d'Éthiopie et qu'on incorpore à l'intérieur du houmous et qui fait qu'on a la meilleure qualité de tahini et c'est ici qu'on la trouve. Il utilise une pierre qui est unique, qui est une pierre volcanique et qui va permettre lorsqu'on va broyer le sésame de jamais chauffer en fait et cette pierre-là, elle a plus de 250 ans. Quand il m'explique le procédé, Yitzhak, je me rends compte la masse de travail que c'est. C'est-à-dire tout ce procédé, toutes ces étapes qu'il doit faire, de nettoyer, d'enlever la peau, de dessaler. Il a envie de me transmettre tout son savoir-faire pour que je me rende compte en fait de son travail. Et je me rends compte de la qualité de son produit avant de le goûter. Donc il me prend vraiment avec lui comme si j'étais un enfant. En fait ici on a un sésame qui a été nettoyé, auquel on a retiré la peau, qu'on a salé, qu'on a renettoyé et ensuite qu'on a essoré. Et il arrive directement ici, et j'ai la chance, ici, à Jérusalem, de pouvoir le goûter. Ensuite, je vois cet énorme entonnoir dans lequel on met tout le sésame qui tombe tout doucement. Je comprends en fait le rythme du son à ce moment-là. Puis il y a un parfum qui remonte en fait de l'écrasement comme ça du sésame, mais en même temps du sésame qui n'a pas été encore broyé. Donc il y a un mélange qui est très atypique à ce moment-là. La première chose que j'ai envie, c'est de goûter. Mais je veux pas griller les étapes. Je veux absolument comprendre et surtout, c'est une manière pour moi aussi de respecter cet homme-là. Alors ça, c'est la normale trina, donc la trina blanche. C'est très épais. Ça enveloppe directement la bouche. Il y a un goût très très puissant de sésame qui arrive. Et on sent qu'il y a une légère torréfaction. Maintenant que j'ai vu le procédé en plus, je le comprends totalement. Waouh. Ouais. Quand on passe plus d'une journée à faire de la trina, quand même, on montre à tout le monde la beauté de la couleur. Ça rappelle un peu le goût du beurre de cacahuète. Exactement. Mais malgré tout, on sent un côté très torréfié. Et bizarrement, c'est moins gras en bouche que la blanche. On la mange comme ça, ou alors on y ajoute du miel de raisin. Du miel de raisin. Incroyable, regardez. En fait, c'est du jus de raisin qu'on a concentré pendant longtemps au point de devenir ce sirop. Donc en fait, il fait pousser du raisin aussi et il fait du miel de raisin. Comment j'ai jamais goûté ça avant dans ma vie? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est bon. Next time I come, la prochaine fois que je viens, je vais avec une bonne brioche française. On l'a fait un petit peu toaster et on va mettre ça dessus. Alors là, ça va être un grand moment. Je te dis franchement, Yitzhak, tout est très bon. Mais aujourd'hui, j'ai eu une émotion incroyable. Et c'est avec ça. You can make me cry. Ça, je peux verser une larme tellement c'est bon. Merci. You are welcome. C'était incroyable ce moment, c'était un moment hors du temps. Maintenant, j'aimerais vraiment voir comment on fait le houmous en fait. OK, let's go.
En sortant de chez Yitzhak, j'ai vraiment envie de goûter le houmous parce que je sais que le tahini fait partie de la composition du houmous. Et je demande à Atalia de m'amener dans la meilleure échoppe de houmous de la ville. Les meilleures échoppes de houmous sont toujours cachées. Toujours des petits, ok. Ah bah on y va alors, allez. On y va. Quand je reçois le premier houmous, il y a quelque chose qui me touche tout de suite, c'est ce travail sur les chaleurs, sur la température du houmous en fait. Et surtout le principe de tremper comme ça un oignon cru qui fait office de pain. Donc on va avoir une masse de houmous dans la bouche et ça devient très agréable. Oui. Et là, il y a des pignons dessus. Pine. Yes, piñones. Ce houmous est très bon parce qu'il est toujours en train d'en faire du frais. Dessus, on met des pois chiches qui sont chauds et le houmous, il est à température ambiante, surtout pas au frigo, avec une excellente huile d'olive. Et après, on y va à la main. C'est un plat populaire qui est incroyable, vraiment. C'est très, très bon. C'est simple et c'est bon. En France, on dit c'est du Mozart. C'est magnifique. Merci. Merci. Oh là là, mais j'adore ça, mais c'est magnifique. Le pain au za'atar, une des spécialités de Jérusalem. On en a acheté une tout de suite, c'est excellent. Un pain très moelleux, du za'atar et de l'huile d'olive. I want a za'atar bread, please. Ouh là là, ça se mange chaud comme ça, là. Bien sûr, impossible d'évoquer les saveurs végétariennes en Israël sans parler de légumes rôtis. Évidemment, la star des légumes, c'est le chou-fleur. Il a traversé le monde entier. On part rencontrer un spécialiste du chou-fleur, Moshe Basson. Moshe Basson a ouvert son restaurant il y a 32 ans à Jérusalem et c'est devenu une véritable institution. Moshe! Hey, Yoni. Merci de me recevoir, je suis content d'être là. Il est magnifique ton jardin. C'est quoi ça? En français, on l'appelle la mauve. La mauve. Ici, on l'appelle mélo ou roubeisa. On va l'utiliser comme de l'épinard. On va l'utiliser comme des épinards, d'accord. La recette commence et moi je me dis mais où est le chou-fleur? Et 5 minutes après, je vois un de ces cuisiniers m'arriver avec 2 énormes choux-fleurs qui pèsent au moins 20 kilos chacun. Et je me dis, mais là, je vais vivre quelque chose que j'ai jamais vécu et que j'ai jamais vu encore. Je suis venu pour faire un chou-fleur rôti tel que je pensais le connaître et je me retrouve avec un chou-fleur qui fait plus de 15 kilos et qui a un parfum que j'ai jamais senti. En fait, j'ai l'impression que j'avais jamais vu un chou-fleur avant. En tout cas, pas comme celui-là. Donc, il fait poêler ces sommités de chou-fleur qui sont juste ici. Il va rajouter un petit peu de sumac et ensuite il va faire tomber la mauve comme des épinards. Il sent vraiment bon ce chou-fleur. Hein. Ça, qui va s'infuser comme ça. Il veut me faire partager son savoir. Et moi, c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là. C'est vraiment, je veux m'imbiber en fait de cet homme-là. Je veux comprendre sa vision végétale d'un homme de Jérusalem. Pour préserver vraiment la nature du produit et la beauté du produit, en fait, il va le cuisiner légèrement al dente. Donc on veut garder le côté craquant. Moi, je l'ai mangé carrément cru. C'est extraordinaire comme produit. Alors l'objectif d'aller le voir, c'était pas de faire une recette à Cannes-Main, c'était de faire sa propre recette du chou-fleur. Et moi, je voulais lui montrer. Et en fait, il y a eu une espèce d'osmose qui s'est installée entre nous, qui a fait que c'était une évidence de créer un plat à 4 mains. On mettrait pas une petite gousse d'ail là, comme ça, écrasée là? Qu'est-ce que t'en penses, Moshe? Regarde. Yes. Hein? Great. Ça, avant le petit vin blanc, regarde, hop, French style. Saada style. Saada style. Et donc là, tu vas déglacer au vin blanc, c'est-à-dire qu'on va incorporer du vin blanc à l'intérieur d'une préparation chaude et on va entendre la magie du bruit. Ça, c'est vraiment magique, vous allez l'entendre. Écoutez bien. Ah, ça sent bon.
Ah là 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 là. Et même le jus, là, on a créé une sauce, regardez. On a carrément créé une sauce, ça, c'est magique, ça. Ah ouais. Oh. You did it. No, we did it. Regarde-moi ça. Wow. Regardez cette beauté-là. C'est couleur soleil. Le soleil est sorti, c'est couleur soleil. Yep. Donc je vais couper la mauve. Donc un peu grossièrement, apparemment, c'est comme ça qu'on la mange. On veut de la texture, en fait. C'est maintenant. Wow, regarde-moi ça. Et là, hop. Magique. Il faut faire attention à la chaleur avec laquelle on cuit, de manière à garder le vert de la plante. Là, il y a des magnifiques parfums. On sent l'ail. Ouais, bien poivré. Ça va avoir du goût, ça. Tu sais qu'on fait de bonnes choses là? Vraiment très, très, très bon. On va amener de l'acidité végétale à travers l'oseille. Donc, comme si on assaisonnait avec du citron. Peut-être un peu de sel pour corriger l'acidité. J'ai jamais vu un chou-fleur de cette couleur-là et de cette texture-là. Et on ajoute du tahini. Est-ce que vraiment, à ce moment-là, on crée? Je sais même pas, en fait. Je pense que c'est juste super naturel, en fait. Il n'y a pas d'ego, il n'y a rien à ce moment-là. On a juste envie de kiffer, quoi. Et d'ailleurs, à la fin, quand on goûte le plat, qu'est-ce qui se passe? Je lui tends une cuillère, elle me fait « Ben non, viens, on mange avec les mains ». Et ça, c'est la Méditerranée. On va manger avec les mains, t'as raison, Moshe. Oh. Je crois qu'en fait, manger avec ses mains, il n'y a rien de meilleur. On se suffit des bonnes choses de la nature. Ça va dans tous les sens. J'ai du végétal, j'ai de l'acidité, j'ai la rondeur du tahini et j'ai surtout un goût incroyablement sucré du chou-fleur. C'est la première fois dans ma vie que je goûte un chou-fleur comme ça. C'est extraordinaire. Moshe, you're the best. C'est toi qui l'as fait. J'ai juste parlé. C'est la magie de Jérusalem. Merci beaucoup, Moshe. C'était un moment incroyable. Après Tel Aviv et Jérusalem, suivez-moi. J'ai encore quelque chose à vous montrer. Pour finir ce périple des saveurs végétariennes en Israël, j'avais envie de vous amener ici, en plein cœur du désert du Negev. On part à la rencontre des Bédouins, cette tribu nomade mystérieuse qui continue de perpétuer des traditions ancestrales. Et on va rencontrer Salman, le chef du village de Nahal Harisha. À chaque fois que je voyage en Méditerranée, il y a un regard profond qui se pose sur moi. Donc tout de suite, il y a un échange par le regard et je sens son accueil, son hospitalité. Je me sens en Méditerranée, mais dans un monde que je connais pas, qui est le monde du désert, le monde des Bédouins. Welcome. C'est notre café à nous. Magnifique. C'est du café vert que je grille sur le feu. Cette préparation du café, en fait, j'ai l'impression de voyager dans le temps. Et il y apporte beaucoup d'amour. Qui torréfie son café, il va le broyer dans cet objet qui appartenait à son père, à son grand-père. Et cette usure, en fait, c'est l'histoire de la vie de Salman. Là, on est sur un téléphone bédouin. En fait, c'est l'appel des invités. On va faire le café. On sent la beauté du geste de l'homme. À ton tour. Ah, j'allais le demander, je ne sais pas. OK, I work for you. Alors, j'espère que je vais bien le faire. Il m'a laissé toucher à son café, quoi. Derrière, je me rends compte qu'en fait, il va rajouter de la cardamome, donc ça veut dire qu'il épice son café. Et là, je me dis, alors là, je suis complètement en Méditerranée. En même temps que le café, on va commencer à brûler les légumes. Ça va leur donner un parfum fumé. Donc Halima, elle a mis une énorme aubergine qui est absolument magnifique, des tomates, de l'ail et un piment. Donc même la braise, donc on va brûler tout ça, j'ai l'impression. On peut parler de saveurs végétariennes dans le désert parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des légumes. Ils mettent une place importante au végétal, au cœur du désert. Avec notre farine, nous faisons le pain. Ok, donc ça c'est un pain bédouin. Donc là c'est fait à la main, il n'y a pas de rouleau, il n'y a rien de tout ça. Je me rends compte qu'il y a des gestes. La première chose, c'est que je me rends compte que le pain il est très alvéolé.
C'est-à-dire que le pain, il a poussé. Et ensuite, il va commencer à amener ce qu'on appelle de la force dans le pain. La force dans le pain, c'est on commence à la travailler pour amener une élasticité au pain. Ah, mais c'est incroyable! Mais attends, mais tu cuis le pain dans la cendre. Première fois de ma vie que je vois ça. Donc c'est cuit à même la cendre. C'est incroyable. Yeah. This is special bread. Special bread Bedouin, c'est un pain. Yeah, this is... Quand tu vis dans le désert, tu dois avoir une vie simple. On n'a jamais beaucoup de choses dans le désert. Moins tu as de choses et plus tu es riche. Si tu as trop de choses, tu es pauvre. Parce que comment tu peux être nomade dans le désert avec beaucoup de matériel? Ils se suffisent de choses simples et c'est ce qui les rend riches en fait, ce qui les rend heureux. Bon, on boit le café ou pas? À ce moment-là, je me rends compte que c'est la première fois de ma vie que je bois un café oriental. Parce qu'il y a une mâche, parce qu'il y a un parfum, parce qu'il y a un épice et parce qu'il y a un savoir-faire qui est ancestral. J'aurais pu penser vraiment qu'il serait beaucoup plus épais, alors que pas du tout, il est vraiment bien maîtrisé. Incroyable. Et c'est assez drôle, c'est limite excitant parce qu'on sent les grains du café en fait, qu'on a envie de mâcher un peu. Il n'est pas filtré. Il n'est pas filtré. Donc là, attends, Salman, tu vas sortir le pain. Je vais sortir le pain, oui. Il est prêt maintenant. Et avec les mains comme ça? Avec les mains, oui. Ok. Alors je te suis, je te suis. Waouh. On va nettoyer le pain. Voilà, nettoyer le pain, c'est un mot qu'on connaît pas, toujours pareil, c'est ça la magie du voyage. En fait, lui, la cendre crée la carapace et ensuite il va le frapper, il va retirer en fait toute la cendre qu'il y a autour pour qu'on puisse le déguster, mais il garde toujours ce petit côté fumé qui est super agréable. Incroyable. C'est mon ami, toi. Waouh. Donc Halima, elle s'occupe des légumes. Donc je vois une énorme aubergine, je vois cette braise, je vois des tomates, je vois le piment, je vois l'ail. Elle met tout ça comme ça sur la braise. Je sais pas si c'est parfum, tout ça, mais j'ai faim à ce moment-là. Et puis peut-être l'air du désert aussi qui me creuse. Ah, choukran. Waouh, merci. Ah ouais. Oh, on sent bien les épices. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est la fraîcheur de l'aneth, en fait. Une belle cuisson des lentilles corail. Et ben, pour la première fois de ma vie, j'ai goûté le désert. J'ai déjà goûté le soleil en Tunisie, et aujourd'hui, j'ai goûté le désert. Saha. Saha. Ah, Saha. Ah, bien sûr. Saha. C'est toi qui fais le fromage de chèvre, donc, ici. C'est incroyable. On dirait un caillou, en fait. Donc ça, c'est du fromage de chèvre déshydraté. Oui, on l'a fait sécher pour que son goût soit puissant. Ah ouais, et on sent le parfum, c'est puissant, hein. C'est fort, quoi. De toute façon, on sait pertinemment que la déshydratation, c'est une concentration de la saveur. Là, on a vraiment un parfum de lait de chèvre très, très concentré. C'est très puissant. J'ai hâte de goûter ça parce que ça me paraît tellement fort. C'est quand même incroyable, du fromage de chèvre déshydraté, râpé, pour mettre dans une salade. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais. C'est ça la magie du voyage. Je me rends compte qu'en fait, on n'invente rien. Si on s'écoutait soi-même et on apprenait de nos anciens, tout se passerait très bien, tout simplement. On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux, on a juste besoin d'être avec les gens qu'on aime et de respecter le milieu dans lequel on est. Ça. Merci. Choukran. Ahla wa sahla. Ah ouais. Salman, je me suis pas pris une leçon de cuisine, j'ai pris une leçon d'humanité en fait, de valeur environnementale, de valeur d'authenticité aussi. Merci beaucoup vraiment Salman pour tout ce que tu m'as transmis. Ce voyage à travers les saveurs végétariennes nous a montré que nous sommes le 5e élément. Nous devons vivre avec la nature, nous devons vivre avec notre environnement. On doit inculquer à nos enfants ces valeurs-là. Et c'est pour ça que je disais que Salman, il respecte son environnement. Il évolue avec son environnement. Il vit avec son environnement. Nous aussi, on doit faire ça. On ne peut pas faire pousser un légume qui n'est pas de saison. À la base, on met une graine. Il y a l'eau, il y a le soleil, il y a l'air. Et ça pousse naturellement. La cuisine israélienne végétarienne, elle est colorée, elle est goûtue. Et elle est à l'esprit même de chaque personne qui l'a fait.